qu'est-ce que Lucratie? Eh bien, regardons le mot. Ça se termine par cratie, comme de beaucoup de termes désignant un mode de gouvernance, démocratie, autocratie. Donc, apparemment, nous sommes dans l'ordre du politique. Et en effet, Lucratie est bien un mode de prise de décision collective. Alors, devant, nous avons un U. Comme un peu, ça peut faire penser à utopie, tout ça. Un terme qui, dans son sens originel, désigne une société, sinon idéale, du moins, bien meilleure que tout ce qui se fait au moment donc de sa conception. Et en effet, ce mode de prise de décision, qui est Lucratie, permettrait une société qui serait radicalement meilleure que tout ce qui a pu exister jusqu'à présent. Bon, alors c'est du moins mon avis, hein, à vous de vous faire le vôtre une fois que vous saurez précisément de quoi il s'agit, ce qui ne saurait tarder, si vous avez la patience de m'écouter. Alors, une utopie, c'est aussi une société qui est conçue pour être meilleure. Lorsqu'on prend la peine de lire un peu les romans utopiques, on voit que généralement ce qui est proposé est assez réaliste en fait, que l'auteur y croit. Par exemple, dans le roman qui est à l'origine du mot d'ailleurs, utopie, Utopia de Thomas More au XVIe siècle, on voit des gens qui vont travailler au champ. Bon, sauf qu'on s'aperçoit aussi qu'il est prévu des sortes de caporales là, qui surveillent qu'il n'y ait pas de tir au flanc quand même. Vous vous apercevez qu'il a également prévu qu'il y ait des gens qui se conduisent mal, donc, et qui ne respectent pas les règles, donc, et qui soient sanctionnés, et en l'occurrence, ils deviennent esclaves. Et alors vous me direz, ah oui, mais alors si un esclave se conduit mal, eh bien c'est la peine de mort. Bon, là on rigole plus, mais au moins vous voyez qu'on est loin de l'idée de l'utopie qui serait une espèce de monde, là, de bisounours, tout irait bien, Dieu seul sait pourquoi. Loin donc de l'autre sens vulgaire, je dirais, du terme, donc utopie, de projet irréaliste, vous savez, voire impossible. Ce double sens est fort malheureux car induisant par amalgame le rejet de toute innovation sérieuse, nécessairement importante. Bref, une utopie est donc une société pensée pour bien fonctionner. Et à ce propos, je voudrais insister sur l'importance de la réflexion préalable, en effet. Il y a de nos jours une sorte de glorification active, je trouve, de l'action. Vous savez, ce qui est bien, c'est d'être dans l'action, dans le concret. Alors là, je suis désolé, pas forcément. Vous prenez les djihadistes là, qui coupent les têtes ou foncent dans la foule, ils sont dans l'action. Ah ouais, c'est très concret. Ils coupent les têtes vraiment, en fait. Non, bien sûr, si on ne veut pas faire de bêtises, agir dans le bon sens et de préférence efficacement, il faut commencer par réfléchir un minimum quand même. Je rappellerai ici donc la formule célèbre de Kurt Lewin, il n'est rien de plus pratique qu'une bonne théorie, et je la paraphraserai même en ajoutant qu'il n'est rien de plus réaliste qu'une bonne utopie. En particulier parce qu'il y a dans cette démarche une prise de hauteur, et qu'une chose qui freine le progrès, qui s'oppose bien souvent à la résolution des problèmes, est le fait d'avoir le nez sur le guidon et de ne raisonner qu'avec les catégories du système dans lequel on se trouve. Et donc là encore, Lucratie est bien une utopie dans ce sens de projet réaliste parce que pensé en prenant suffisamment de hauteur et conçu de façon à bien fonctionner efficacement avec des êtres humains réels, bien entendu. Alors, c'est vrai que la réflexion, pour être efficace, doit être également rigoureuse, ce qui manque trop souvent, je trouve, dans le domaine politique. C'est donc à une telle réflexion que je vous invite, qui nous permettra donc de découvrir ce qu'est précisément Lucratie. Et je vous préviens donc que cet exercice n'étant malheureusement pas très habituel, vous risquez de faire de véritables découvertes, allant à l'encontre d'idées reçues. Bon, c'est comme ça qu'on progresse, en faisant confiance à sa propre raison, et non pas à ses idées reçues on ne sait d'où. D'ailleurs, nous en avons déjà dénoncé une idée reçue à propos de l'utopie. Mais ce n'est pas fini. Alors pour commencer, une démarche rationnelle donc, implique de bien identifier les causes majeures des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Plus précisément ici, puisque nous allons concevoir une organisation sociale, les causes qui résident dans l'organisation sociale. Or, il en est une, à ce niveau-là, dont la nuisance est absolument considérable. Et comme vous pouvez vous en douter, évidemment, Lucratie va s'attaquer à cette cause. Et en effet, revenons un instant sur l'étymologie. Quand je vous disais que le mot pouvait nous apprendre pas mal de choses. En grec, kratie à la fin, donc kratos, signifie plus exactement pouvoir de domination. Ainsi, dans une autocratie, une seule personne domine, tandis que dans une démocratie, c'est l'ensemble du peuple, des citoyens qui dirigent. Alors après, dans le mot utopie, le U est un privatif. Topos signifiant lieu, en fait. En grec, utopie, ça veut dire étymologiquement non-lieu. Alors c'est là qu'il y a les petits malins qui vous expliquent « Ah, c'est pour ça, vous voyez, que ça n'existe pas, que c'est impossible. » Non, faut regarder les choses un peu sérieusement. Faut voir ça à la source. En fait, dans le roman de Thomas More, il s'agit du nom d'une île.
Dans ce roman, en fait, un marin revenant d'une lointaine expédition relate ce qu'il a vu sur cette île. Alors du coup, certains pourraient peut-être, c'était l'époque des grandes découvertes, penser prendre tout ça au premier degré et tenter de monter une expédition pour retrouver cette île. Donc là, l'auteur du roman a sans doute voulu ainsi signifier, par cette appellation, que cette île était évidemment fictive, que l'utopie était en réalité un projet de société, et non pas un compte-rendu ethnographique. D'où donc l'autre sens de Lucratie, absence de pouvoir de domination. Et en effet, Lucratie est bien un tel mode de prise de décision, sans un tel pouvoir. Mais que faut-il entendre plus exactement, puisqu'on a dit qu'on allait être rigoureux, par pouvoir de domination? Eh bien, le fait qu'une personne, dans un domaine donné, bien entendu, peut imposer son avis aux autres, simplement parce qu'elle est supérieure hiérarchiquement, c'est-à-dire qu'en fait, de fait, c'est elle qui décide, puisque les autres, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, ça ne changera rien. On peut parler également de pouvoir discrétionnaire, la décision étant à sa discrétion, elle n'a de compte à rendre à personne, sa volonté est l'ultime référence. Remarquons à ce niveau-là que le pouvoir discrétionnaire, hiérarchique, ce n'est qu'une convention sociale, donc, un mode d'organisation. Donc, quelque chose de facile à changer. Vous voyez un peu, je vais revenir à propos d'idées reçues aussi. Bon. Alors certains remarqueront peut-être qu'un terme désignant cela, l'absence de pouvoir de domination, existe déjà, et même qu'il y en a plusieurs en fait. Existe en effet le mot acratie, le A étant également un privatif en fait, mais aussi, en plus connu, mais ô combien galvaudé, l'anarchie. Donc non, l'anarchie ce n'est pas le désordre, des fois il y en a qui croiraient ça, on ne sait jamais. L'anarchie n'implique pas forcément l'absence de loi, ce n'est pas forcément cette société idéale où il n'y aura pas besoin de contraintes parce que tous les hommes seraient fondamentalement bons, autre idée reçue. Donc il faut être précis. Une société sans règles, ça s'appelle une anomie, c'est autre chose. D'ailleurs, justement, des règles peuvent être tout à fait nécessaires pour empêcher la domination éventuellement. Il existe aussi un autre synonyme. Si personne ne domine personne, on peut dire que c'est tout le monde qui dirige. Et là, vous avez peut-être deviné, démocratie, tout simplement. Alors, autre terme, évidemment, lui aussi fort galvaudé. Quand on parle de démocratie, en général, c'est pas de ça, je vous rassure. Donc, mais la vraie, ce serait ça. Donc, puisque ces termes existent déjà, ce serait idiot, évidemment, d'en créer un qui signifie la même chose. Et en effet, si l'on peut dire d'une ucratie que c'est une acratie, il s'agit en réalité de quelque chose de plus précis. Voilà, le U a une autre signification que nous allons voir tout à l'heure. Mais pourquoi tout d'abord, direz-vous, opter pour une acratie? Eh bien, tout simplement parce que le pouvoir hiérarchique, si vous avez bien suivi, discrétionnaire, est la source de nuisances importantes que j'évoquais tout à l'heure. Alors pourquoi? Alors tout le monde pense bien sûr au premier problème que pose fondamentalement la hiérarchie de pouvoir, une réduction globale de la liberté. Alors soyons précis, pas pour tout le monde. Pour le chef, non, elle est même accrue d'ailleurs, mais au détriment des autres. Et comme les autres sont beaucoup plus nombreux, forcément, on a bien une réduction de la liberté en moyenne. Voilà, c'est clair quand même. Alors, de plus, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que le chef aussi, pour marquer son autorité, a parfois tendance à en rajouter un peu, si vous voulez, dans la contrainte. Et aussi, dans certains cas, pour ne pas perdre son pouvoir, il va avoir tendance à réprimer toute velléité d'opposition et de fait la liberté d'expression, ce que j'appellerais la dérive tyrannique. Mais il y a d'autres problèmes plus importants, généralement oubliés. Comme dans une société hiérarchique, chacun est donc globalement privé de liberté, bien chacun cherche avidement à en acquérir plus. Peut-on reprocher à l'homme d'aspirer à plus de liberté quand même? Bon. Sauf qu'il va le faire évidemment par le seul moyen à sa disposition pour cela. Dans ce cas-là, acquérir du pouvoir de domination, grimper, comme on dit, donc dans une ou plusieurs hiérarchies. On a donc une société où les gens se battent pour le pouvoir, puisqu'évidemment, par nature, il n'est pas partageable. D'où des conflits. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui détermine nos actions, ce sont donc des désirs au sens large. Sauf qu'on en a généralement plusieurs qui peuvent être contradictoires. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, lequel l'emporte? Eh bien, celui qui est le plus fort, évidemment. Or, dans une société où la hiérarchie est très présente, et donc la liberté très faible, le désir de pouvoir est tout naturellement très fort au point qu'il va l'emporter du coup sur d'autres, et en particulier le souci d'autrui, le respect de l'environnement par exemple. D'où un comportement nuisible que l'on peut qualifier typiquement d'égoïste. Je rappelle, l'égoïsme ce n'est pas le fait de penser à soi, c'est le fait de négliger l'intérêt donc d'autrui, enfin le bien commun.
D'où la principale conséquence en réalité du système hiérarchique, à condition qu'il soit très présent, il est vrai, qui est un accroissement considérable de l'égoïsme. Et ça, je ne suis pas sûr que tout le monde en avait conscience. D'où tout un tas, évidemment, de nuisances. Non seulement les conflits vont être réellement violents, mais des gens vont être exploités, le bien commun dilapidé, etc. Alors ce tableau devrait peut-être vous rappeler malheureusement quelque chose. Et ça n'a rien d'étonnant. Car en effet, aujourd'hui, les pouvoirs de domination sont très répandus, bien plus qu'on ne le pense généralement. Tout le monde pense au pouvoir politique, le roi, le président, tout ça. Mais ça ne touche généralement pas directement, du moins la plupart d'entre nous, en tout cas dans notre vie quotidienne. Ce qui nous touche par contre plus quotidiennement, c'est bien entendu le pouvoir économique. Alors il y a bien sûr le rapport patron-employé qui est par définition hiérarchique, la structure hiérarchique au sein de l'entreprise, enfin, et qui est au sommet. Bien non pas le PDG, comme on pourrait le penser naïvement, c'est, vous savez peut-être, l'assemblée des actionnaires, enfin du moins pour une grande entreprise, bref, le ou les propriétaires plus généralement. Et en effet, qu'est-ce que la propriété, au fait, par définition, c'est le pouvoir qu'a une personne de décider seule pour toutes les décisions concernant l'usage du bien dont elle a la propriété. Bref, d'imposer dans ce domaine son avis aux autres. C'est bien un pouvoir discrétionnaire de domination hiérarchique, voilà, qui mérite, je pense, d'être rappelé. On peut même remarquer que c'est le possesseur qui décide de son successeur. Il s'agit là, tout à fait objectivement, si l'on utilisait le même vocabulaire que dans le domaine politique, d'une monarchie absolue. Alors certes, on voit bien les conséquences de ce pouvoir économique en termes de compétition, d'égoïsme, mais pas toujours en termes de réduction immédiate de liberté. Pourtant, imaginons que la possession soit abolie. Nous pourrions alors utiliser librement tous les biens qui aujourd'hui, pour la plupart, sont la possession d'autres personnes. On pourrait les utiliser sans l'obligation de demander l'autorisation à quelqu'un, comme aujourd'hui, donc en l'occurrence au propriétaire, qui de plus, sauf cas particulier, il a un rapport spécial avec nous, ne nous l'accordera pas, cette autorisation, par peur qu'on abîme son bien, qu'on ne le lui rende pas. Et de plus, il y a aujourd'hui une telle abondance matérielle que dans un système non possessiviste, il serait peu fréquent que deux personnes souhaitent utiliser le même bien au même moment. Mais supposons que cela survienne, c'est évidemment que ça devrait se produire, eh bien, on peut très bien mettre en place un système de réservation, si vous voulez. Voilà. Donc, je devrais peut-être attendre, dans le pire des cas, mon tour. Tandis qu'aujourd'hui, un tel tour n'existe même pas. Nous sommes de fait privés de la plupart des biens. Bref, vous voyez qu'il y aurait, alors, à condition de s'organiser convenablement, nous y reviendrons, plus de liberté potentiellement. Alors pourtant, pour bien des gens, la propriété est associée à la liberté, au contraire, et ils y tiennent pour cette raison. Alors l'illusion dont ils sont victimes vient précisément de l'emprise du système actuel. Dans ce système, nous sommes a priori privés de liberté, sans qu'on s'en rende compte, bien sûr, la possession étant présentée comme quelque chose de naturel. Et le peu de biens donc, que l'on possède dans ce système représente tout naturellement, c'est vrai, le peu de liberté dont nous disposons. Et donc nous vivons dans la peur de perdre nos biens. Et ayant tendance à oublier de prendre de la hauteur, eh bien, nous ne voyons pas plus loin que on va me prendre mes biens, quoi. Nous confondons nos possessions dans le cadre du système possessiviste avec le système possessiviste lui-même. Vous voyez, petit manque de rigueur, là, voilà. Bon, ça arrive à tout le monde. Bref, on retrouve là l'importance de sortir du cadre dans lequel nous sommes plongés, mais aussi le problème de l'emprise des émotions, l'importance d'accéder à un minimum de sérénité pour pouvoir penser efficacement, et ainsi accéder donc à autre chose, en l'occurrence à plus de liberté, ironiquement. Donc, attention aussi aux amalgames, la possession ce n'est pas le droit d'usage, et aussi à propos d'amalgame, il y a autre chose là, il faut faire attention, c'est que j'ai parlé de supprimer tout pouvoir hiérarchique, pas seulement la possession, ça c'est très important, parce que si l'on supprime la possession et qu'il subsiste donc un pouvoir hiérarchique, typiquement politique, eh bien je ne serai toujours pas libre, et de fait, si vous voulez, c'est le chef qui est le possédant. Et ça, c'est encore pire, en particulier à cause du risque de dérive tyrannique, puisque alors le pouvoir est concentré. Et c'est souvent ce qui s'est produit dans les expériences de mise en commun qu'on peut exister dans le passé, ce qu'on appelait le communisme. Donc du coup, évidemment, gare aux amalgames. Attention, il faut bien veiller, alors c'est vrai, à supprimer tous les pouvoirs de domination. Et ce n'est pas si difficile que ça, puisqu'il s'agit, je rappelle, de quelques conventions sociales. Enfin, si vous voulez, en gros, deux, pouvoir économique, pouvoir politique. Ça va, c'est quand même pas non plus... Bref. Alors, donc, cette parenthèse, pour rappeler, c'était donc l'abondance de la hiérarchie dans nos sociétés.
donc généralement sous-estimées, parce que vous avez compris, on oublie la plus présente d'entre elles, donc la possession. Et du coup, on comprend mieux l'étendue et la gravité des problèmes dans le monde actuel. Les guerres, partout motivées par l'aspiration au pouvoir, politique ou économique, individuel ou collectif aussi, comme la propriété d'une terre par un peuple. On comprend mieux les nuisances environnementales qui menacent notre espèce, je rappelle quand même, pour la plupart dues à l'appât du gain. L'importance de la criminalité, qui ne représente, soit dit en passant, que la part illégale des comportements nuisibles. Donc nous, on s'attaque à tous les comportements nuisibles. Criminalité qui s'explique par le fait que ce désir de pouvoir, donc essentiellement économique ici, est tel qu'il l'emporte non seulement sur la compassion et le respect, qui nous ferait agir donc spontanément dans le sens du bien commun, mais aussi sur la crainte d'une éventuelle sanction. C'est pourquoi dans une telle société, eh bien, les lois et la répression ne suffisent pas à régler les problèmes. Ça, c'est encore une belle illusion. Donc on comprend mieux évidemment l'oppression, bon, ça je vais pas, c'est évident. Alors on peut aussi encore trouver plein de trucs, je vais pas, je vous laisserai continuer. J'évoquerai juste pour terminer un truc basique, une souffrance certes légère par rapport à ce qu'on vient de voir, mais ô combien répandue, la peur de perdre son pouvoir en général, et donc c'est bien en particulier. De sorte que non seulement les pauvres pâtissent du système possessiviste, mais les riches également. En fait, dans ce système, chacun est tourmenté par des considérations matérielles pour sa survie, sa sécurité, qui n'auraient plus lieu d'être dans une organisation plus démocratique, et donc plus sécurisante pour tout le monde, quoi. Vous imaginez le gain en termes de bonheur individuel, rien que de ça, c'est juste énorme, quoi. Bref, vous comprenez mieux maintenant, je pense, on va s'arrêter là bien sûr, l'intérêt qu'il y aurait donc à trouver une organisation non hiérarchique viable. On agirait ainsi vraiment à la racine des maux. Mais comment tout cela pourrait-il fonctionner? Car c'est évidemment là le problème maintenant. Parce qu'en dehors de Lucratie, on va voir, il n'y a pas jusqu'à présent de solution vraiment convaincante. Alors l'idéal, tant qu'à faire, est que ce soit une société avec un maximum de liberté. Et pour ça, la première idée qui vient à l'esprit, c'est qu'il suffirait que tout le monde soit d'accord sur les décisions à prendre, évidemment. Il n'y aurait plus besoin de hiérarchie. Alors c'est vrai que les gens ne sont évidemment pas d'accord sur tout à un moment donné, mais on peut essayer de se mettre d'accord par la discussion. Bon. Et ça, c'est le système, ce qu'on appelle de la prise de décision au consensus ou à l'unanimité. Alors la différence entre ces deux notions est assez subtile, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais vous voyez bien que le problème que ça pose, même en discutant, c'est pas souvent qu'on parvient à se mettre d'accord. Alors surtout si on est nombreux, Vous voyez que si chacun dispose d'un droit de veto sur un grand nombre, il y aura toujours quelqu'un pour l'exercer, pour quelques motifs parfaitement irrationnels. Je sais pas, il a peut-être pas compris un truc, ou alors il a juste envie comme ça de manifester son existence. Donc ce système se traduit par l'absence de prise de décision, ce qu'on appelle le blocage, et il y a plein d'exemples historiques pour ça. Bon. On peut dire aussi qu'il y a bien une décision qui est prise de fait, ne rien faire. On a donc un système qui implicitement favorise les plus conservateurs. Ce qui n'est donc pas juste. Alors là encore, on peut avoir une illusion de liberté avec cette histoire d'unanimité, parce qu'on se met spontanément dans la place de celui qui ne veut pas qu'il y ait d'évolution et qui peut toujours mettre son veto. Alors oui, mais si vous mettez dans la place de celui qui voudrait une évolution, pensez qu'il y aura quelqu'un qui va mettre son veto, quoi. Donc, votre liberté, vous voyez ce qu'il en reste. Alors, et même dans le cas d'ailleurs d'un petit groupe homogène où effectivement on peut envisager un tel système, eh bien, on voit quand même que ça va favoriser de fait les plus intransigeants, les meilleurs orateurs, bref, ce n'est pas forcément l'idéal. D'où l'autre alternative bien connue à la hiérarchie de pouvoir, la majoritocratie. Faute d'accord, on vote et l'avis majoritaire est adopté. Alors on parle parfois de démocratie, mais cette appellation est quelque peu fallacieuse ici, puisque signifiant le peuple au pouvoir et chacun s'identifiant au peuple dont il fait partie, effectivement, eh bien, elle donne l'illusion à chacun d'être libre. Or, si son avis est minoritaire, ce n'est pas le cas. On voit donc déjà là un inconvénient de ce système en termes de liberté individuelle, puisqu'une disposition répugnant fortement à une minorité, laquelle peut aller quand même jusqu'à pratiquement 50%, peut être adoptée. Mais ça pose également d'autres problèmes. La majoritocratie, alors tout d'abord, comme dans le cas précédent d'ailleurs, il s'agit quand même de réunir tout le monde pour chaque décision. Ce qui peut être un peu lourd et coûteux. Alors ça va si ça ne concerne que quelques décisions peu fréquentes, mais si on veut étendre ce système aux décisions économiques qui elles sont très nombreuses et techniques, c'est carrément exclu. On manquerait évidemment tout simplement de temps, quoi. Mais il y a autre chose aussi que l'on oublie souvent, c'est que la décision, dans une majoritocratie en particulier, on va voir pourquoi, peut nuire à la majorité elle-même. Ça peut paraître étonnant, oui, si elle est mauvaise.
Cela ne vous est-il jamais arrivé de prendre une décision que vous regrettez ensuite, une mauvaise décision? Et ce risque de prendre une mauvaise décision est d'autant plus grand que l'on n'a pas suffisamment réfléchi avant de la prendre. Or, dans une majoritocratie, du fait du grand nombre de décisions à prendre par chacun, chacun dispose de peu de temps pour chacune. Du moins, rien ne l'oblige en tout cas à y consacrer le soin nécessaire. Alors cette dernière objection, à la majoritocratie en particulier, soulève cependant une question. Que peut bien signifier quand même, vous voyez, il faut vraiment être attentif, rigoureux, cette notion de bonne ou mauvaise décision là, parce que dans le cas qui nous occupe, où il y a un grand nombre de personnes concernées, surtout, bonne ou mauvaise pour qui? On voit que ce concept n'a de sens que s'il existe en fait une éthique commune, suffisamment universelle, sur la base de laquelle on convient donc de décider, de juger des décisions. Une telle éthique existe-t-elle? On peut en douter quand on voit la diversité des éthiques existantes, fondées sur des habitudes culturelles ou des croyances, lesquelles évidemment comportent forcément une part d'arbitraire. Une éthique universelle doit donc se fonder sur quelque chose qui est commun à tous les hommes, que tous les hommes recherchent. Or, tous les humains recherchent le bonheur. Alors, je parle bien sûr du bonheur au sens large, de satisfaction, de bien-être, pas forcément matériel. Supposons que l'on parvienne à montrer qu'une décision donnée accroisse le bien-être de tout le monde. Qui va voter contre? Alors certes, vous allez me dire que cette éventualité est peut-être peu fréquente, mais on peut aller plus loin. Supposons qu'elle n'accroisse le bien-être que de quelques-uns, parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution concurrente qui accroîtrait le bonheur de plus de personnes ou plus fortement, et qui bien sûr ne décroisse le bonheur de personne. Qui est contre? Je veux dire que le motif d'être contre, là, s'il existe, ne serait pas très avouable, franchement. Bon. Donc oui, il semble qu'il existe bien, vous voyez, une éthique clairement universelle, selon la formule, donc le plus grand bonheur possible du plus grand nombre possible, éthique qui a été baptisée, donc à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle, utilitarisme, en référence en fait à la notion d'utilité publique, et par opposition aux morales dogmatiques qui dominaient à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors cette appellation n'est pas très heureuse selon moi, car il n'est pas question évidemment de privilégier, on l'aura compris, l'utilitaire, ni même l'utilité en général, parce que ça ne veut rien dire, utile pour quoi? Enfin, bien entendu, il faut entendre utile pour le bonheur. Bon, c'est une petite querelle terminologique. Alors ensuite, il est vrai aussi que sur le fond, l'utilitarisme, tel qu'il a été proposé à la fin donc, du siècle des Lumières, prête le flanc à un certain nombre de critiques. Premièrement, cette formule du plus grand bonheur possible est un peu vague. On peut être tenté déjà de considérer le bonheur moyen, ce qui a été fait donc historiquement. Mais supposons qu'on ait la possibilité d'accroître considérablement le bien-être de certains, mais en décroissant celui d'autres plus légèrement, de sorte que ça augmente bien le bonheur moyen. Qui est pour? Et là, je pense que même que la plupart des gens, je pense qu'ils ne seront pas d'accord avec ce genre de sacrifice. Ça vient du fait qu'on a tendance à privilégier en fait la réduction de la souffrance. D'où l'idée, pour avoir une éthique plus universelle, de comparer lors du choix entre deux options, non pas les sommes des bien-être, ou leur moyenne, mais les bien-être individuels les plus faibles. Et en même temps, comme ça tombe bien, ça simplifie les calculs aussi. Bon. D'où donc une éthique plus précise, exploitable et universelle que l'on pourrait appeler l'éthique de la moindre souffrance, ou encore, pourquoi pas, utilitarisme solidaire, et dont on pourra résumer l'objectif par la formule le plus grand bonheur équitable possible. Bon. Alors une autre objection aussi concerne tout simplement la prédictibilité des conséquences des décisions, c'est-à-dire comment prévoir l'influence d'une action sur le niveau de bien-être, qui plus est à long terme, de tous les humains, voire de tous les êtres sensibles, parce que c'est de cela dont il s'agit quand même. Bon. Alors bien sûr, on ne peut pas être certain des conséquences d'une action. Personne ne connaît le futur, évidemment. Mais tout de même, on peut parfaitement évaluer des probabilités, accepter une certaine imprécision, bien sûr. Et cela permet tout de même de régler déjà de nombreux cas. Supposons par exemple que vous rencontriez une personne en train de mourir de faim et que vous disposiez de beaucoup de nourriture. Allez-vous rester sans rien faire sous prétexte que l'on ne peut pas prévoir exactement les conséquences de chaque action? L'utilitariste solidaire va bien entendu sauver la vie de l'affamé. J'ai envie de dire, qui est du côté ici du bon sens et qui est du côté du délire intellectuel? Bon. Alors ensuite, on peut également s'interroger sur la quantification de cette notion de bien-être, a priori bien subjective tout de même. Or, il n'est pas nécessaire d'associer une valeur numérique à chaque bien-être, on peut simplement les classer. Par exemple, on peut estimer prioritaire la satisfaction des besoins humains fondamentaux, qui sont d'ailleurs bien connus, ça tombe bien,
par rapport à tel ou tel désir momentané, beaucoup moins prévisible en plus là. Mais on peut faire mieux que ça encore. Chacun a des préférences, qui ne sont pas les mêmes, effectivement, entre différentes activités, par exemple. Eh bien, pour estimer le bien-être de quelqu'un, on peut simplement se fonder sur les préférences qu'il exprime. Voilà, ça règle comme ça pas mal de problèmes. Et donc, vous voyez, au passage, pas question ici, du coup, de faire évidemment, le bonheur des gens malgré eux. Donc, grâce à cette éthique universelle, quoi, on peut quand même le dire maintenant, eh bien, on dispose donc d'un moyen, c'est tout à fait intéressant, ça on va voir, de juger les décisions prises et même d'ailleurs de décider quoi faire dans pratiquement tous les cas. Et là, vous avez peut-être deviné, d'ores et déjà, bien sûr, quel est ce fameux troisième sens du U de Eucratie. Eh bien, une Eucratie est en effet, je vous le confirme, une société où les décisions se prennent conformément à une éthique universelle, typiquement utilitariste. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, puisque vous voyez que ce ne sont pas des personnes particulières qui détiennent le pouvoir, étymologiquement, même collectivement, mais une éthique, en quelque sorte. Et du coup, on peut se poser la question déjà du caractère démocratique de l'Eucratie, puisque a priori, c'est pas le peuple qui décide. Bon, on va voir que ce sera bien le cas tout à l'heure. Mais voilà. Et puis surtout, la question de la liberté, quoi, en Eucratie. C'est pas moi, c'est une éthique. Ah bon. Sauf que, si vous avez bien suivi, vous voyez que j'ai pas parlé de n'importe quelle éthique, j'ai parlé d'une éthique universelle. C'est-à-dire, c'est donc une éthique qui va être partagée par tous les membres de la société, justement, puisque universelle. De sorte que ce que chacun souhaite dans cette société est que les décisions soient prises conformément à cette éthique. Sinon, c'est qu'il ne la partage pas. Et voilà donc que dans une Eucratie où les décisions sont ainsi prises, chacun est parfaitement libre. On voit là encore un exemple, vous voyez, de la nécessité de sortir de certains modes de pensée qui ne se justifient que dans le cadre du système où l'on se trouve. En l'occurrence, il convient de réaliser que l'important n'est pas qui décide, en fin de compte, mais comment se prennent les décisions. Ce n'est pas si c'est moi ou pas qui prend telle décision, mais si elle me convient. Et j'ajouterais même à quel point elle me convient, puisque c'est pas pareil si on vous impose quelque chose qui vous répugne ou quelque chose qui vous agrée quand même. Là, en l'occurrence, en Eucratie, seront prises des décisions qui vont maximiser mon propre bien-être dans la limite où cela ne se fait pas au détriment d'autrui, où je n'exploite personne. Le plus grand bonheur équitable possible, je rappelle. Si cette éthique vous convient, en tout cas moi c'est le cas, eh bien votre liberté sera maximale donc en Eucratie. D'autant plus que les décisions, comme on va le voir, seront encore mieux prises que si vous deviez toutes les prendre vous-même. Mais si, me direz-vous, les gens ne partagent pas cette éthique, qu'est-ce qui se passe ? Tout d'abord, soyons clairs, je présente juste, on m'a demandé ce qu'est l'Eucratie, j'ai jamais dit que je voulais l'imposer. Et on peut tout à fait imaginer qu'il y ait plusieurs Eucraties correspondant à des éthiques un peu différentes, de sorte que chacun choisisse ce qui lui convient le mieux, vous voyez. Bon. Mais même si elle est imposée, comme nous est aujourd'hui d'ailleurs imposée à notre système, d'ailleurs, eh bien, n'oublions pas qu'il s'agirait d'imposer un niveau de bien-être très élevé pour chacun, compte tenu des progrès de la science et du bénéfice de la large coopération permise par un tel système. Donc franchement, il y a pire quand même. Alors, on peut dire aussi que dans ce système, si pour un utilitariste solidaire, donc la liberté est totale, pour un égoïste, quelqu'un qui accepte donc d'exploiter autrui, eh bien, elle doit simplement s'arrêter là où commence celle d'autrui, sa liberté. Ce qui correspond, figurez-vous, à la définition de la liberté dont vous pouvez retrouver dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. Bref, si un système mérite d'être qualifié de libéral, au vrai sens du terme, donc bien sûr, c'est bien l'Eucratie quand même. Alors reste bien sûr le problème maintenant important à régler, sans quoi je n'aurais fait que vous bercer d'illusions. On fait comment, concrètement, pour être sûr que la décision soit bien prise conformément à notre éthique. Voilà. Et vous allez voir, ça va vite se dénouer. Alors, nous avons vu l'impossibilité d'étendre la démocratie au domaine économique, avec les systèmes actuellement proposés, le consensus et la majoritocratie, puisqu'il est matériellement impossible que tout le monde participe à toutes les décisions. Donc pour régler ce problème, on va bien entendu confier la tâche de prendre une décision donnée à un certain nombre de personnes. On peut en quelque sorte se répartir le travail. Plusieurs jurys décisionnaires pouvant donc fonctionner en parallèle, chacun traitant d'une question donnée. Ces jurés pourront être tirés au sort par roulement, avec exigence de certaines compétences si nécessaire, peu importe. Mais comment s'assurer que les décisions qu'ils vont prendre soient bien conformes à l'éthique ? Eh bien, il suffit qu'il y ait un contrôle par l'ensemble de la population. Grâce aux moyens de communication modernes, webcam, internet, il est possible de faire en sorte que leurs activités soient parfaitement transparentes
Que n'importe qui puisse donc vérifier la conformité de leur délibération avec l'éthique. Et il y aura probablement du monde pour cela, sur une population importante, en particulier les personnes spécialement intéressées, on peut imaginer, par la question dont le jury traite. Il faut savoir aussi qu'on disposera de beaucoup de temps libre en plus, vous voyez. Alors de plus, ces commissions devront justifier leurs décisions sur la base de l'éthique, de la moindre souffrance. Donc les vérifications pourront même se faire a posteriori, en consultant des archives. Et une mauvaise décision ne manquera pas donc d'être sanctionnée, si l'on considère bien sûr qu'il y a eu fraude ou négligence manifeste. Bon. Si donc un intervenant extérieur trouve une meilleure solution qu'un jury aurait oublié ou serait sur le point d'oublier, eh bien celle-ci devra être adoptée aussi. On est bien d'accord. Alors on me dira peut-être, oui, mais alors qui décide de cette adoption, de la supériorité de telle ou telle proposition extérieure? Eh bien les membres du jury, pour commencer, s'ils sont encore là, c'est leur boulot, et ils seront bien forcés de l'accepter si elle se justifie, puisque tout sera public, y compris donc les interventions extérieures et les réactions du jury. Et que nous disposons d'une référence éthique précise aussi, je rappelle, contrairement à aujourd'hui où il est possible de jouer sur les mots pour justifier tout et n'importe quoi. Mais supposons qu'il y ait tout de même contestation, que les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur cette conformité. Eh bien, on peut alors envisager qu'un jury dédié se charge de régler cette divergence de vue, et même qu'il sanctionne d'ailleurs une partie qu'il jugerait de mauvaise foi ou particulièrement stupide, histoire d'éviter les abus, car ce recours implique du travail supplémentaire, évidemment. On peut aussi remarquer que si beaucoup de personnes peuvent intervenir en direct dans les délibérations, celles-ci risquent d'être bigrement retardées. Eh bien, pas de problème. Dans ce cas-là, dans le cas d'une population très importante, il suffira qu'il y ait un système de modération. Et là encore, un jury tiré au sort. Et pas de risque d'abus de pouvoir non plus de ce côté-là, puisque tout est transparent, je rappelle. Les modérateurs devront bien sûr expliquer leurs décisions. Alors on m'objectera peut-être aussi que dans le cas inverse d'une bureaucratie appliquée là plutôt à une faible population, compte tenu du grand nombre de jurys à contrôler, qu'il puisse arriver que personne n'ait surveillé à temps l'activité de l'un d'entre eux, du sorte qu'une mauvaise décision serait adoptée. Eh bien, pour éliminer ce risque, on peut aussi attribuer la tâche de vérifier le travail d'un jury à des personnes précises, dont on aura vérifié qu'elles n'ont aucun rapport particulier avec des membres du jury. Enfin, voilà. Bref, on voit, en rentrant un peu dans le détail, comme ça, qu'on peut disposer, c'est vrai, d'une très bonne garantie que les décisions soient bien conformes à notre éthique, donc grâce en fait à une organisation adéquate. Rien n'est jamais parfait, évidemment, ici-bas, mais enfin là, quand même. Bon. Donc, vous voyez, qu'en est-il du pouvoir dans ce système? Eh bien, le fait est qu'il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire, puisque les avis du jury sont contestables, et ne manqueront pas de l'être, contestés s'il y a lieu. Mais surtout, je rappelle que le problème était, souvenez-vous, la trop grande désirabilité du pouvoir, source d'égoïsme et de nuisance. Or là, il ne s'agit plus que d'un travail technique devant obéir à un cahier des charges bien précis, où il est impossible de prendre une décision qui nous avantage spécialement, par définition du plus grand bonheur équitable possible. Alors, j'ai parlé jusqu'à présent de pouvoir décisionnaire, en fait, mais tout ce que j'ai dit s'étend aux fonctions exécutives de police. Elles devront obéir à un cahier des charges et seront bien plus transparentes qu'aujourd'hui. C'est ce qui fait que je peux parler de sanctions, par exemple, sans que cela n'implique un pouvoir au sens auquel nous sommes habitués. Je ne saurais donc trop insister sur l'importance, là encore, de sortir du cadre. Dans le système actuel, hiérarchique, nous avons raison d'être méfiants face à des mots comme sanction, police, surveillance, parce qu'il y a en effet un risque d'abus important. Là, ces outils seraient au contraire la garantie de la démocratie. Car oui, grâce à la grande transparence que je viens d'évoquer, au fait que tout le monde peut intervenir dans les décisions, on peut dire que c'est bien le peuple qui gouverne en eucratie. Nous sommes bien donc étymologiquement en démocratie. C'est le peuple donc également qui surveillerait ses fonctionnaires et non pas, j'allais dire et non plus, le contraire. Et il ne s'agit pas non plus d'être violent, l'explication sera tout naturellement privilégiée. Les sanctions seront aussi justes que possible. Elles consisteront typiquement en un travail équivalent au coût pour la société du comportement incriminé. Un peu comme lorsqu'aujourd'hui vous louez un bien, vous devez payer. Bon, c'est pas... Et de plus, on dispose ainsi d'une démocratie efficace, où les meilleures décisions possibles se prennent dans les meilleurs délais, en particulier parce qu'il n'y a pas de blocage possible, puisque les contestations éventuelles doivent être justifiées sur la base de l'éthique, donc. Et que, là encore, les abus peuvent être sanctionnés. Bon. De plus, pour gagner en efficacité, il est possible aussi de tirer parti des moyens de calcul modernes, en particulier donc pour les décisions économiques, ce qui tombe bien parce que leur nombre, effectivement, peut être très important.
L'application de l'éthique de la moindre souffrance constitue en effet un algorithme que l'on peut faire exécuter par un ordinateur à partir des données que sont les préférences des individus, que ceux-ci pourront réactualiser à tout moment, je précise, les compétences individuelles, les ressources naturelles, les différentes techniques de fabrication, vous voyez. Bon. Et là encore, le contrôle reste possible même pour la partie informatisée, puisque suffisamment de personnes disposent bien sûr des compétences suffisantes dans ce domaine, pour contrôler donc les programmes, refaire les calculs de leur côté. Bon. On aurait donc une économie radicalement différente, parfaitement juste et écologique, sans les inconvénients du système de marché ni du socialisme hiérarchique. Sauf qu'il reste encore une chose indispensable quand même pour passer du rêve à la réalité, puisque bien sûr, si la théorie est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Comment on fait pour mettre tout ça en œuvre? Eh bien, il est évident que l'on ne peut appliquer Lucratie partout du jour au lendemain, évidemment. Par contre, on peut d'ores et déjà commencer à expérimenter des choses au sein de nos associations. Il peut y avoir des statuts à réécrire sûrement, de nos entreprises, pour ceux qui le peuvent, évidemment ceux qui sont chefs d'entreprise par exemple, et même en notre propre sein, tout le monde peut faire ça, à savoir essayer de décider plus rationnellement, consciemment, comme on dit, en direction donc, du bien commun, voilà, pour ceux que ça interpelle. Et ainsi, petit à petit, la vie donc, ne manquera pas de devenir plus agréable pour tout le monde, durablement. Mais bien sûr, ces expérimentations ne pourront se faire que si suffisamment de gens connaissent ce projet. Si vous ne le connaissiez pas avant d'écouter la présente explication, c'est donc probablement que d'autres encore ne le connaissent toujours pas. Et ce que vous pouvez faire, là, tout de suite, très concrètement, ce qui va être dans le concret, si jamais, de particulièrement salutaire, eh bien, c'est de faire passer le message, de diffuser l'information, ce qui ne va pas coûter grand-chose quand même, car oui, l'action, c'est vrai, est importante également, et elle commence par là.